Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Un homme, revendiqué d'extrême droite, invité par un média d'extrême droite, condamné par la justice pour violence conjugale, qui vient nous faire la morale sur ce que c'est qu'être un homme de haute valeur. Vous ne rêvez pas, c'est très précisément ce que vous vous apprêtez à voir, c'est navrant, c'est une vidéo qui n'a pas grand chose à dire. Et voilà, malheureusement, on se l'est tapé en live pendant une demi-heure, 40 minutes même. La voici, j'espère que vous y trouverez quelques contre-arguments intéressants. Bon épisode à toutes et à tous. L'État détruit la masculinité. C'était la panique morale de dimanche dernier. Ça devait être le 24 ou 25 août. On va regarder l'entretien en entier, je vous l'avais promis. L'entretien, il est de Maxime Alexandrov, qui est un ancien vidéaste qui se faisait appeler La Menace, qui était des caméras cachées absolument scandaleuses, qui a été condamné récemment pour violence conjugale, qui est un membre de l'ultra-droite. Et je viens de le découvrir, il a un livre. Regardez, je viens de l'écrire dans la description de la vidéo, et alors regardez-moi ça, itinéraire d'un homme de haute valeur. Non, pas attendez, il y a un moment donné où, si les gens vous font pas de compliments, complimentez vous-même, hein. Complimentez-vous vous-même. Vous le savez sûrement, mais la société dans laquelle nous vivons est actuellement gangrénée par une élite qui nous empêche d'exprimer notre vraie nature. Il est presque interdit d'être masculin. Les féministes. Découvrir le livre. Ah, c'est pas découvrir le livre, ce sont des gens qui envoient des commentaires sur Instagram du livre. Très bien, voilà ce qu'ils en ont pensé. Donc voilà, soit vous continuez à zapper devant Netflix, soit vous prenez les clés pour devenir un alpha. Et ben moi, ce soir, je zapperai devant Netflix. Voilà. Ça coûte combien ce truc ? Alors, pour combien on peut devenir un homme de haute valeur ? Parce que c'est quand même ça qui est important. Un entretien, un entraînement mental, un entraînement physique, un entraînement spirituel. Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre plein potentiel ? Non. Est-ce que vous rencontrez des difficultés avec les femmes ? Non plus. Avez-vous l'impression que tout semble insurmontable ? Ça arrive quand je suis fatigué. Pensez avoir déjà tout essayé, vous n'avez pas de résultat concret. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous cherchez la prochaine étape pour relancer votre vie ? Non plus. Bon, alors du coup, je ne suis pas concerné malheureusement. Ah, j'ai décidé de rendre cet ouvrage moins cher qu'une commande Uber Eats pour seulement 19,95 €. Alors c'est moins cher qu'une commande Uber Eats, mais c'est probablement un PDF qui est plus cher que l'intégrale. Là, je viens d'acheter l'intégrale de Rimbaud, comme c'est encore au bac cette année, je me suis dit, il faut que je le relise, pour 6,95 € de tous ces textes. Donc c'est quand même 3 fois Rimbaud. Hein. Bon, au-delà de l'ultra-misogynie du personnage, c'est quand même des très beaux poèmes. D'ailleurs, je vous le répète, la vidéo de ce matin n'a été vue que 600 fois. C'est la vidéo la moins vue de l'histoire de la chaîne depuis 1 an. Lisez Mes forêts d'Hélène Dorion. C'est très joli, c'est au programme du bac cette année. Et donc voilà, cet homme, il est interviewé par Omerta. Alors Omerta, c'est un magazine d'extrême droite aussi. Je suis pour rien, c'est pas de ma faute. Arrêtez de dire dans les commentaires, vous dites que c'est des fachos les mascus. Arrêtez, c'est pas de ma faute. 20 balles, moins qu'une commande Uber Eats. 20 balles, faut y aller. Et donc il est invité à Omerta pour parler de la masculinité. C'est mon domaine, évidemment qu'on va commenter ça. Allez, vitesse de lecture normale, certainement pas. Fois 1.5. Comment l'État détruit-il la masculinité ? C'est une très bonne question. Découvrez notre second numéro Immigration, chaos organisé. La vache, ça donne le ton. Laissez-moi passer cette introduction pour aller dans le vif du sujet. Oh là là, c'est ça leur modèle de masculinité. Fuck les LGBT, c'est pas très gentil, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce générique ? Allez. Oh non, Berkoff. Berkoff, le cigare, 0/20. Allez. Ah, voilà Maxime, condamné pour violence conjugale. Plus connu sous le nom de La Menace sur les réseaux. Et voilà, j'ai 23 ans. J'ai débuté en faisant des caméras cachées sur Internet. Je savais qu'il y avait un vrai marché dedans, avec un concept qui n'avait pas été fait auparavant en France. Et c'est comme ça que j'ai créé une audience. Et au fil du temps, j'ai décidé de changer de voie, si on peut dire, pour les élever, en fait, constatant les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire que je fais des caméras cachées. Enfin, je me présente plus comme étant quelqu'un qui fait des caméras cachées. Les caméras cachées que tu faisais, donc les pranks, parfois allaient très loin, ce qui t'a valu notamment un certain problème juridique ou même de censure de la part de YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage ? La censure, en fait, c'est intéressant parce qu'on l'a eu assez rapidement. Et ceux qui vont pleurer d'être censurés. Alors dès qu'il y a une vidéo d'un petit vidéaste de gauche sur Internet qui leur plaît pas, ils te strike ça, ils t'envoient des assignations au tribunal. Nous faites pas pleurer. Il y a eu un moment, aucun problème. J'en parlais avec Thierry Vincent du magazine Blast. Il y a eu un moment en France, c'est vrai, où l'extrême droite était vue pour ce qu'elle était, à savoir une menace pour la société, et du coup n'avait pas voix au chapitre.
Dans les années 90, c'est vrai, on les entendait peu. Aujourd'hui, ils ont une chaîne à leur nom sur CNews. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Aujourd'hui, on les retrouve partout. Ils ont investi Internet de tous les côtés. Mais ils ont gardé cette rhétorique de on nous censure. On peut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une catastrophe. Et c'est eux qui pratiquent de la cancel culture. C'est eux qui essayent de faire cancel les petits vidéastes comme moi. Qui vont simplement, je sais pas, commenter leurs propos sur Internet. Ils sont un peu fragiles quand même, hein, ces gens-là. On l'a eu alors que d'autres chaînes qui étaient plus friendly dans leur façon d'être ne l'avaient pas en fait. C'est que nous, on faisait certes des caméras cachées un peu hard sur certaines vidéos, mais globalement, c'était pas, c'était explicite que c'était des gags quoi. C'était pas sérieux, on se prenait pas au sérieux quand on faisait certaines vidéos. Et néanmoins, on a eu cette censure. Donc moi, il y a des collègues qui m'ont dit que c'était sûrement par rapport au fait qu'en fait, rien que le personnage était un peu trop masculin, c'était un peu trop. Très bien. Alors, du coup, je ramène ça à moi. La totalité de mes vidéos sur YouTube sont monétisées à moitié, sans aucune exception. Parce qu'à chaque fois que je partage une vidéo, étant donné que je parle de rapport homme-femme, de sexualité parfois, de violence, à chaque fois YouTube considère que ce n'est pas une vidéo safe, donc la vidéo n'est pas mise en avant par les algorithmes, et la monétisation est divisée par 2. Il se trouve que je n'en ai pas besoin actuellement, heureusement, ça pourrait changer d'ici 1 an, mais peu importe. Et du coup, je dis quoi ? Je dis oui, du coup, l'élite est anti-féministe et du coup, veulent faire taire les voix féministes en diminuant mon finance. Mais non, mais bien sûr que non. Tu fais des caméras cachées qui dépassent complètement les bornes parce que ça dépassait les bornes. Hein. Je n'ai rien vu, mais j'ai lu des trucs complètement ahurissants ce qu'ils faisaient à ce type-là. C'est même relativement grave, quoi. Bah oui, c'est censuré si ça respecte pas les standards de la communauté YouTube. De la même façon que moi, je parle de choses, YouTube n'aime pas, donc j'ai pas d'annonceur. Donc mes vidéos sont pas mises en avant. Bah, c'est comme ça. N'allons pas crier à la censure, une catastrophe. Oui, c'est ça, exactement, Rolling Kiwi, c'est exactement ça. Ils sont censurés à part sur CNews, BFM, machin, France 2, tout ça. J'incarnais pas en fait ce que YouTube mettait en avant et met en avant jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'incarnais pas ce truc un peu fragile. Une interview d'un mec qui s'appelle Maxime Alexandrov fait 77 000 vues. D'accord ? C'est quand même beaucoup, hein. Il va pas me dire que ce truc-là n'a pas été mis en avant par l'algorithme de YouTube. Ça rapporte de la pub à YouTube. YouTube s'en fiche. YouTube n'a pas de morale. C'est juste qu'ils ont des standards. Parce qu'il y a des compagnies publicitaires qui ne veulent pas que leur publicité soit dans certaines vidéos qui traitent de tel ou tel sujet. C'est tout. Donc ils n'arrivent pas à nous la jouer. Gilles, quoi, qu'aujourd'hui, qui est en tendance, quoi, je dirais. Tu penses que la société aujourd'hui a peur de la violence, a peur d'un homme violent ? Alors, je pense que la société, elle aime la violence, mais en même temps, elle en a peur, en effet. Mais ça les C'est plutôt intelligent, ça. Je suis assez d'accord. On a une fascination pour la violence, mais on en a peur. Mais c'est normal d'en avoir peur. C'est plutôt sain. C'est ce qui captive, c'est ce qui retient l'attention. Et non, mais après, l'empathie aussi retient l'attention. C'est pas la violence qui retient l'attention, mais on a une fascination pour la violence, c'est vrai. On a une fascination pour des idoles violentes, on a une fascination pour la représentation de la violence dans nos fictions, par exemple. Oui, ça, je suis assez d'accord avec ça. Je dirais que ce sont des bons spectateurs, mais ce ne seront pas de bons acteurs si jamais la violence s'installe vraiment face à eux, quoi. Tu penses que... Enfin, on vit en France. A priori, la violence ne va pas s'installer face à nous, justement. Alors là, on repart sur leur panique morale d'immigration, machin. Il faut qu'on s'arme parce que eux, ils vont s'armer, puis un jour, ça va être la guerre civile, machin. Bon, on les connaît, ces discours, on les a déjà entendus, évidemment. Je ne tombe pas de ma chaise de découvrir qu'un type comme Maxime Alexandrov, condamné pour violence conjugale, proche des courants d'extrême droite, défend une vision catastrophiste de l'immigration en disant il faut qu'on s'arme parce qu'il pourrait y avoir, je sais pas, une insurrection un jour, machin. Et c'est comme ça qu'ils justifient du coup la violence masculine. C'est comme ça qu'eux, ils justifient leur vision toxique de la masculinité en disant mais nous, on va en avoir besoin. La guerre civile arrive, vous comprenez, il va y avoir une guerre raciale, exactement, Clem. Donc on a besoin. Et ce jour-là, les féministes vont bien chialer parce qu'elles seront contentes d'avoir des hommes comme nous pour nous défendre. Et c'est un peu inquiétant quand même. Aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à faire face à la violence ? Ça m'étonnerait parce que rien que si on voit les émeutes qu'il y a en ce moment, si on voit comment les gens s'enferment chez eux, ne font rien pour contrer cela, et tout simplement quand on entend une femme qui se fait agresser dans la rue, je suis désolé, mais si les hommes étaient un peu plus aptes à faire justement face à cette violence, ces problèmes n'arriveraient pas. Je voulais juste un instant pour processer cette phrase de la part d'un homme condamné pour violence conjugale lui-même. Je voulais juste un instant pour processer un peu la phrase. Voilà. Allez, on continue, Maxou. Vous faites les mêmes genres d'émeutes, entre guillemets, en Tchétchénie ou à Moscou. Je pense que ce n'est pas la police qui se chargerait d'eux, c'est le peuple qui le ferait, en fait. C'est le mec qui serait là et il les remettrait à leur place tout de suite, d'eux-mêmes. Ce genre de valeur masculine, c'est ce que tu promeux avec ton projet, ton nouveau projet qui s'appelle Alpha. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce projet ?
Alpha, en fait, on l'a lancé il y a on a lancé le projet il y a quelques mois maintenant. Le but, c'était de réunir, parmi la communauté que j'avais créée avec les caméras cachées, de réunir les personnes qui étaient les plus éveillées sur justement ce sujet de masculinité, sur ce sujet de décadence. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a énormément de personnes qui partagent ces idées, qui partagent ces valeurs. Ah non, mais on le sait bien, malheureusement, hein, on est tout à fait au courant. On voit très bien hein, les commentaires sur Twitter, sous nos vidéos respectives, sous les vidéos de mes copains gauchistes, hein, on le voit. Hein. Mais qui ne veulent pas le dire ouvertement. Et oui, le but était de réunir ces gens-là, et figurez-vous qu'il y en avait pas mal quand même dans notre audience. À savoir qu'on a une audience d'à peu près un demi-million de personnes sur YouTube, et je dirais que il y a la grande majorité qui a suivi le projet et qui partage complètement les idées, quoi. Donc voilà, le projet c'était simplement de réunir des gens. Est-ce que ce changement de cap, Je sais pas, organiser une randonnée, si vous voulez réunir des gens, pour réunir des gens autrement, un grand match de foot. Ah, je sais pas, 500 contre 500. Il y a d'autres façons de réunir les gens que de leur dire masculinité, c'est bien. Ouais, je suis d'accord, il y a une sorte de rhétorique similaire aux défenseurs des ports d'armes aux États-Unis. Ouais, je suis assez d'accord. en tout cas de matière sur la chaîne, était compliqué, puisqu'effectivement, tu as une grosse audience sur YouTube. Est-ce que c'était compliqué de réussir à la transformer et de l'orienter sur ce nouveau projet? Je pense qu'à chaque fois que vous changez un peu de voix ou que vous changez le style de votre contenu, forcément, il y a de la déperdition. Il y a des gens qui ne suivront pas parce qu'ils ne sont pas intéressés ou parce que tout simplement, ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Mais je trouve que le changement s'est fait en toute fluidité et il n'y a pas eu de gros... comment vous dire, de gros bad buzz, il n'y a pas eu de grosse indignation de la part de la communauté, non. Il y a même eu, en fait, l'inverse. C'est-à-dire que des tonnes de messages de soutien, énormément de personnes qui disaient que, voilà, elles savaient depuis le début que j'avais ce genre de valeurs, et elles sont contentes qu'aujourd'hui, on les met au grand jour, on met le projecteur dessus, et qu'on va dans cette direction. Et quelles sont ces valeurs, justement? Les valeurs traditionnelles, je dirais, c'est en un mot, des valeurs conservatrices. Voilà. Au sujet des hommes, au sujet des femmes, le rôle que doit avoir un homme dans un foyer, le rôle que doit avoir la femme, avec laquelle il va faire sa vie, toutes ces valeurs-là qui aujourd'hui finalement se perdent. Quels sont ces rôles selon toi, justement? Le rôle d'un homme, pour moi, c'est simple, c'est le protecteur d'un foyer, celui qui va assurer la sécurité non seulement physique, mais aussi financière de son foyer, celui qui va... Mais comment il assure la sécurité financière, la sécurité physique quand il est au travail? Comment il fait? Il faudrait qu'il reste à la maison toute la journée. Oui, bon, rien qui va. Mais il le dit lui-même, c'est une vision conservatrice. Bon, voilà, il y a une vision conservatrice. Les femmes, c'est à la cuisine. Les hommes, c'est au travail. On est vraiment littéralement dans la caricature du droitardé. Ultra conservateur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il est condamné pour violence conjugale, absolument. Alors attendez, parce que souvent les gens disent oui, tu dis des trucs, tu le prouves jamais. Bon, déjà, c'est faux, c'est de la mauvaise foi. Mais non, je ne tiens pas à imprimer Maxime, c'est très gentil. Mais bon, je vais vous montrer, il a bel et bien été condamné pour violence conjugale, hein, c'est pas moi. Qu'il a condamné pour violence conjugale à Bordeaux. Voilà, c'était au début de l'année, je crois. C'est ça, en mars 2023. Bon, voilà. Voilà. Prendre soin de sa femme, Ouais, prendre soin de sa femme en la frappant, Maxime. Oh, sérieusement. Ses enfants, en leur assurant un avenir. Et à l'inverse, bien évidemment, le rôle de la femme sera de prendre soin de son mari en essayant d'être son pilier mental à la maison, d'élever ses enfants. Regardez, c'est la réponse à leur gauchiste, ouais, c'est ça, exactement. C'était des vidéastes de gauche qui ont commencé à utiliser ça, puis ça s'est bien transmis. Je suis pas certain qu'on entende tous comme droitard et attardé, parce que c'est un peu insultant de dire attardé, évidemment. Mais c'est vraiment une réponse à eux qui disent vous êtes des gauchistes mentaux, des trucs comme ça. Nous on répond droitardé, voilà. Bon. C'est pas plus malin, c'est pas plus intelligent, mais bon, ça dit les choses. Tout simplement d'habiller son mari, de lui repasser les chemises, de faire à manger, de faire habiller son mari et repasser les chemises. Bon, attends. Je vois bien que repasser c'est compliqué. Faut mettre de l'eau dans un machin, faut brancher, faut le mettre à l'horizontale. Trop de manip quoi. S'habiller, bon, a priori c'est un truc. À partir de 2 ans et demi, 3 ans, on y arrive tout seul. Nestor, lavez-moi, nous dit Absinthe. La vaisselle. Et vous savez, on me dit tout le temps, oui, mais une femme, on peut la remplacer, non? On peut prendre une femme de ménage pour ça. Elle a qu'à aller travailler. Tu peux prendre une nounou. Mais où est alors la beauté d'un foyer si on prend une nounou, si on remplace notre femme par... Quelle horreur. Je veux même pas répondre. On peut remplacer nos femmes, hein. Mais quelle est la beauté de remplacer nos femmes par une femme au foyer? Mais quelle horreur. Alors Maxime. D'autres qui seraient là juste pour une compensation financière. Moi, à titre personnel, je ne trouve pas ce système tout simplement beau, en fait. Je ne le trouve pas intéressant de ce point de vue-là. Parce qu'on peut tout acheter. Techniquement, je peux aller voir des prostituées si j'ai envie de faire l'amour. Mais c'est pas
C'est pas faire l'amour hein, quand on va aux prostituées, d'accord. Mais puis, c'est absolument horrible. On peut tout acheter, mais moi je suis un romantique, vous voyez. Moi je suis un romantique, je préfère avoir une femme qui fasse tout pour moi à la maison, au foyer, et je la respecte. Mais je suis condamné pour violence conjugale. Il n'y a rien qui tient, quoi. C'est une catastrophe. Moi je comprends pas pourquoi ces discours sont écoutés, quoi. 77 000 vues. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans qui n'ait pas déjà été dit, en fait, des centaines et des centaines de fois la même semaine par n'importe quel éditorialiste sur CNews? Il y a quoi là-dedans? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Il y a quoi là-dedans qui n'est pas juste dans n'importe quel édito du Figaro ou du Point, quoi? Il y a quoi dans ce discours? C'est creux. Où est la réflexion, en fait? Où est la démarche de proposer, de proposer un modèle? J'en sais rien. Je comprends pas. C'est pas mes valeurs, quoi. Je veux que ce soit ma femme qui s'occupe de moi, je veux que ce soit ma femme qui élève des enfants, et je veux être là pour elle. Pour moi, c'est comme ça que fonctionne un foyer. Oui, mais si t'es là pour elle, tu t'occupes des enfants avec elle, pour que justement, elle ne soit pas dépassée par ça, éviter le burn-out maternel et compagnie. Un modèle vestimentaire. Durable et stable. Et l'inversion des rôles, pour toi, elle n'est pas possible? Impossible. Dans mon cas, je ne peux pas. On me pose souvent la question si une femme gagne plus que toi. Ça me rendrait inconfortable. Je me sentirais pas bien dans mes baskets, ouais. Tu penses que c'est valable? Mais bon. C'est du sexisme pur. Parce qu'en fait, on accorde au fait de gagner de l'argent une valeur morale positive et masculine. Et donc en fait, la chose la plus logique à faire par rapport à ça, ce serait de se dire, bon, il faut qu'on détricote ces valeurs qu'on estime être des valeurs morales sans trop de raison. Les mecs, ils n'arrêtent pas de se revendiquer de Nietzsche, quoi. Les gars, vous réouvrez un peu Nietzsche, vous lisez un petit peu ce que Nietzsche dit à propos de la morale, et puis vous appliquez. Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de citer Nietzsche parce qu'il a parlé de la puissance, ils n'ont rien compris à ce que Nietzsche disait de la puissance, pour s'en revendiquer, quoi. C'est ça la chose logique à faire, c'est de se dire, bon, voilà, c'est du stéréotype, on s'en fiche. Et ben non, eux, ça va être, ça va me gêner. Je préfère être en couple, soit avec une femme qui gagne moins que moi, soit, j'imagine, proposer que la femme passe à mi-temps pour s'occuper du foyer et des enfants. Et dans ce cas-là, si elle est à mi-temps, le salaire est divisé en deux. Moi, je ne comprends pas leur réflexion, je ne comprends pas leur démarche, je ne comprends pas comment ils peuvent se dire je préfère mon ego et ma perception de ma masculinité et de la taille de mon pénis, comme le dit très bien Clem, plutôt que l'émancipation de la femme avec qui je vis, qui est censée être la personne qu'il aime. Je ne comprends pas comment ils raisonnent. Les valeurs que tu défends sont en perdition aujourd'hui en France? Tout à fait, bien sûr. C'est des valeurs qui sont en perdition parce qu'aujourd'hui, on prône l'égalité homme-femme sur plein d'aspects, alors qui ça on? Parce que nous on est les on là, tu vois, ce soir, et on n'a pas l'impression d'être en majorité. Hein. Biologiquement, de base, nous ne sommes pas égaux. Biologiquement, si on regarde. oui, mais d'accord. Mais on croit entendre mes arguments tout moisis quand j'étais tombé dans des théories transphobes et que je disais oui, mais le sexe biologique. Là, je disais oui, non, mais d'accord, mais en fait, c'est pas de ça dont on parle. Là, on parle de la représentation sociétale de ce qu'est un homme et qu'une femme. On parle de genre, Stéphane. Mais j'ai oui, mais le sexe biologique. Je tournais en boucle là-dessus. Et donc là, lui, il est en mode oui, mais biologiquement, on n'est pas les mêmes. Oui, non, mais d'accord. Enfin, de fait, je veux dire, on est à peu près tous d'accord sur ce sujet-là, quoi. À part les personnes qui ne sont pas encore allées à l'école parce qu'ils ont 4 ans et qui comprennent pas encore ce que c'est que, je sais pas, un phénotype, un morphotype, etc. En fait, c'est pas la question. La question n'est pas du tout la question de est-ce qu'on est identique ou différent d'un point de vue, je sais pas, biologique ou physiologique. C'est la programmation génétique, c'est ça, Boogie. La question, c'est de savoir est-ce que nos différences intrinsèques justifient des différences dans la société. Et de la même façon que les théories raciales et les théories racistes ont fait leur temps, Dieu merci, et qu'aujourd'hui c'est bon, on a bien compris que la différence de la pigmentation dans la peau n'avait pas d'influence sur, notre positionnement dans la société, il est hallucinant qu'on se pose encore la question par rapport aux femmes. Qu'on est encore en train de se poser ces questions-là par rapport aux femmes. Qu'on applique finalement des théories raciales à la misogynie, que la misogynie soit quasiment calquée dessus, et qu'on se demande encore si la différence biologique entre les hommes et les femmes, comme on se l'est demandé par rapport à la couleur de peau, n'induisait pas des positionnements, des positions dans la société logiquement subordonnées l'une à l'autre, quoi. C'est une catastrophe. Oui, j'ai vu la vidéo d'il y a 2 semaines de la tronche en biais, j'ai demandé à Thomas si je pouvais en parler dans un live, il m'a donné l'autorisation, Thomas Durand, et du coup on en parlera dans le prochain live, parce que je trouve la vidéo remarquable, très intéressante. On regarde tout simplement notre corps. Ensuite, si on regarde notre façon de fonctionner, les places dans la société, les rôles au sein d'un foyer, pareil, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes prédispositions. Et c'est biologique, en fait. C'est des millions d'années d'évolution qui ont fait qu'on a ces algorithmes biochimiques dans notre cerveau qui font qu'on est prédestiné soit à faire ceci, soit à faire cela en fonction. Les algorithmes biochimiques, je ne sais pas très bien de quoi il veut parler. S'il parle, je sais pas, de nos compositions hormonales qui nous poussent, par exemple, je sais pas, à prendre des risques, à ressentir de l'empathie, de l'amour, pourquoi pas. Mais pour le reste, c'est du bullshit, quoi. Notre sexe. Donc aujourd'hui, vouloir inverser ces rôles en
crachant sur ces algorithmes biochimiques. Non, mais elle cherche pas à inverser les rôles. Les féministes, vous voyez, là encore une fois, on a un âme de paille, d'incompréhension. C'est pas ce que les féministes veulent. Les féministes, elles veulent que les femmes puissent se construire en dehors de la pression du regard masculin et qu'elles puissent accéder aux mêmes droits que les hommes. Voilà. Voilà, ça va, c'est pas non plus trop, hein. C'est pas non plus trop inquiétant. C'est contre nature, on nous dit Courgette. Très bien vu. Pour moi, c'est du nonsense. Pour toi, C'est du nonsense. Moi, je pense que c'est le nonsense de la théorie de la féminisation de la société dans les hommes que sont comme les femmes. Avec maintenant les hommes et les seins, que je n'ai pas compris pourquoi c'est pas les hommes que le gagner l'argent plus que la femme qu'elle est à la cuisine. Très bien, très bien. Allez, on avance. Il a une petite tasse avec un petit chien tout mignon. cet algorithme biochimique ou biologique, comme tu dis, est plus important que, Il va de pair, en fait. Pour entendre la important question. que la construction sociale. Pour moi, il va de pair, en fait. C'est que c'est intimement lié. Ah merde. Alors, constructivisme ou nature, enfin bref, peu importe. Ce débat-là, il est éternel. Il est tout à fait possible. Sincèrement, il est tout à fait possible qu'il y ait une partie de nos comportements qui soit déterminée par nos compositions purement hormonales, biologiques, génétiques, etc. Personne ne le, je pense que personne ne le renie aujourd'hui. Il est également tout à fait possible qu'une grande partie de nos comportements soit extrêmement influencée par notre environnement. Que ce soit notre éducation, ce qu'on a pu apprendre à l'école, les gens qu'on a rencontrés également, et que les deux soient un mélange. En fait, là, malheureusement, il commence bien sa phrase en disant qu'il y a un petit peu des deux, sauf qu'il finit par dire... Construction sociale. Pour moi, il va de pair, en fait. C'est que c'est intimement lié. C'est que c'est intimement lié. Et justement, non. Je pense que ce n'est pas intimement lié. Je pense qu'il peut y avoir toute une série de phénomènes qui peuvent nous arriver dans notre environnement qui nous changent, qui nous poussent à agir de telle ou de telle façon. Une rencontre qui peut faire que d'un seul coup, on va ressentir de l'empathie, de l'intérêt pour tel ou tel sujet qui va nous changer avec le temps. Ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Ça fait très longtemps qu'on est sorti de ces trucs où on est soit totalement constructiviste, soit totalement essentialiste, quoi. On est sorti depuis longtemps quand même de ces visions un peu étriquées. Moi, j'écoute les algorithmes biochimiques dans mon cerveau, j'écoute ce que me dit mon instinct. Je prête attention à mes désirs, à mes pulsions, à mes envies. Et en fait, on ne peut pas faire société si on fait tout ça, Maxime. On ne peut pas, on ne peut pas faire société si on est tous à l'écoute de nos envies et qu'on ne se dit pas, est-ce que mon envie va avoir une empreinte négative sur mon environnement ? Et si oui, est-ce que j'estime que je vais tirer plus de bénéfices à avoir agi égoïstement que je n'aurais fait de mal ? Si on ne raisonne pas comme ça, on ne peut pas vivre en société. On peut pas vivre parce que finalement, on finit par vivre contre la société. Et donc, je trouve que ce sont des propos d'ados. Ce sont des propos d'ados de « oui, mais j'ai envie ». Et même pas d'ados, d'enfants. J'ai envie. Et vous savez, l'enfant qui ressent l'envie comme une urgence, et c'est normal, ça fait partie de sa construction. Il est hors de question de le gronder ou de les blâmer pour ça. Ça fait partie de leur construction. Leur envie, c'est une urgence. S'ils ont envie de quelque chose à l'instant T, il faut qu'ils obtiennent cette chose à l'instant T. C'est important pour eux parce qu'ils ont l'impression que c'est essentiel. On peut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas possible. J'adore ton message d'Izix. Mais je suis très content que tu sois devant la vidéo. Je suis très content. c'est ainsi que je fonctionne, ouais. Et si ces valeurs sont en perdition, lesquelles sont promues, selon toi? Celle de décadence, celle de démasculinisation des hommes, de paix. En fait, il faut réagir en tendant la joue à quelqu'un qui va vous frapper votre femme. Vous l'encouragez à le faire encore plus. Je laisse le temps de processer ça. Hein, ces propos dans la bouche d'un homme condamné pour violence conjugale. Voilà. Le fait de... Je crois pas qu'il ait frappé sa femme, en l'occurrence. Il me semble... Donc, comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale, 6 mois ferme aménageable, 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, interdiction de contacter son ex-compagne, il avait 23 ans. Violence, menace de mort, bon, bref, bon, peut-être que si, en fait, je ne sais pas. Je vous l'affirme pas, j'ai pas le compte-rendu judiciaire, je peux pas l'affirmer. Voilà, de ne pas savoir se défendre, le fait de se faire petit, ne pas être quelqu'un d'ambitieux. C'est vraiment parce que c'est la reprise que j'ouvre le bingo pour vous. Hein. Vous avez raison, bien sûr, il faut ouvrir le bingo. Bah mince alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du bingo ? On a, c'est la biologie. Effectivement. On a l'homme de grande valeur. Merci de l'avoir mis à jour, d'ailleurs. On a, c'est comme ça depuis tous les temps, depuis des millions d'années.
Les femmes à la cuisine, bon, bref, qui sont censées faire des bébés. On est censuré, on peut plus rien dire. Et on n'a pas les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, tout ça. Les femmes se masculinisent ou les hommes se masculinisent, c'est la même chose. On avance déjà pas trop mal. C'est ce genre de valeur. Un homme ne doit plus faire de l'argent, un homme ne doit plus être fort, un homme ne doit plus savoir se battre. C'est limite ça qu'on ressent à travers un peu tout, en fait. Ça part de l'enseignement, de l'éducation nationale, les films, les séries télé, la musique, tout, en fait. Partout où je vais, je vois cette propagande anti-masculine, en fait, tout simplement. Rien que ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a une vraie promotion d'État qui veut détruire ces valeurs? Si on en juge les pubs qu'on voit dans les abribus, par exemple, oui. Si on en juge plein de choses, c'est tout à fait le cas. Ou je le mets avec gauchiste et gauchias, oui. Ah, très intéressant aussi, merci beaucoup. Je me mets ça de côté. Même moi, à titre Bonsoir, personnel, Zark. vous voyez, j'avais été contacté par un réalisateur de film qui m'avait proposé donc un projet. Bon, c'était un petit, si vous voulez. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai pas trop pu accepter son offre. Mais il m'avait expliqué que lui, il a travaillé avec des grands réalisateurs tels que Luc Besson et d'autres. Et il m'avait parlé du fait qu'il avait entendu parler de mon nom, que d'autres réalisateurs disaient oui, ce gars-là, il pourrait faire du cinéma, ça serait cool qu'on voit en fait ce Ah, chez Cheville. qu'on pourrait faire avec lui. Mais finalement, personne n'avait décidé de me contacter ou quoi par rapport à ça, parce que j'étais trop, entre guillemets, viril, j'étais trop masculin. Ah, c'est un peu l'équivalent de j'ai failli devenir professionnel au foot, mais je me suis fait les croiser. C'est j'ai failli être une grande star de cinéma, mais ils ont dit que j'étais trop masculiniste. Bah, avec Besson, il n'y aurait eu aucun souci. Hein. Et je n'incarnais pas en fait le petit blanc tout frêle qu'aujourd'hui ils cherchent à mettre en avant en fait. Non, mais arrête. À part Timothée Chalamet, il n'y a pas de modèle comme ça. Faut arrêter de déconner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films aujourd'hui, les rôles des hommes sont généralement ceux des tapettes en fait. Je vois rarement des hommes qui imposent, ou alors c'est ceux qui ont déjà vraiment le nom des gars comme Statham ou je sais pas, voilà, il y en a plein en fait, mais ils ont déjà leur nom, ça fait des années qu'ils sont là, mais il n'y en a pas beaucoup des nouveaux qui s'imposent, comme par exemple Alain Delon à l'époque ou Bébel. Il vient de donner des exemples de mecs qui se sont imposés comme Alain Delon ou Bébel. Enfin, qui est-ce que c'est que ça? Oui, John Wick et le dernier Fast and Furious, et la quasi-totalité des Marvel, enfin non mais il est complètement à côté de la plaque. Des mecs comme ça, aujourd'hui, c'est comme si on essaie de les éviter au contraire, parce que ça ne les arrange pas de mettre des gars comme ça en avant. Eux, ils préfèrent mettre des mecs qui sont tout frêles, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas cette masculinité qui émane. Donc, tout frêle, donc pas de charisme. Bon, c'est inquiétant. Hein. C'est pas parce que tu portes une montre qui doit coûter probablement 10 000 balles, une veste et une cravate que tu en imposes en fait. Hein. Parce que tu tiens des propos d'ado. Ces propos d'ado, c'est pas un type qui m'inspire du charisme, lui. Hein. Même moi, à titre personnel, j'ai pu le voir dans des petites sphères telles que le cinéma, tout simplement. Tu penses que tu as subi une sorte d'exclusion sociale par rapport à ce que tu prônes comme valeur? Je pense que oui, mais d'un autre côté... Une exclusion sociale, mais de quoi il parle? Une exclusion sociale. Le mec, il est sur Omerta. On lui fait une table ouverte alors que c'était un repris de justice. Et on a le droit de le dire parce qu'il a été condamné par la justice. De quoi il parle? Il y a quand même une communauté qui s'est créée autour tout simplement de la menace au début, maintenant du projet Alpha. Donc, quelque part, les gens, ils soutiennent. Donc, j'ai le soutien individuel des personnes. Mais si on parle du système, globalement, non, je n'ai pas le soutien. Les algorithmes ne sont pas de mon côté. Ah bon? Si on tape Maxime Alexandrov, il n'y a pas de Maxime Alexandrov qui sortent, peut-être. Pas les algorithmes de mon côté. Je sais pas ce que ça veut dire avoir les algorithmes de son côté, mais... Donc là, il y a un article du Littoral, quand même bien référencé, hein. Ah, si tu me quittes, je te couperai la tête. Ah oui, c'est quand même des propos plus ou moins problématiques, effectivement. Ouais, là, c'est pour parler de son affaire en justice. Un canular YouTube qui tourne mal. Non, mais il est référencé partout, quoi. Bon, effectivement, là, il y a son interview qui est sur la première page Google. Il est chez un gros média, Omerta, quand même. Bon, voilà, on a le discours classique de on peut rien dire, on est censuré. Enfin bon, on en parlait tout à l'heure, quoi. On sent un réel shadow ban de la part des réseaux sur lesquels on exerce. Non, mais attends. Quand j'ai une vidéo que je sors ce matin, qui fait 450 vues seulement, alors d'habitude, elles font 1500 le premier jour, on peut parler d'un éventuel shadowban, ou peut-être que j'ai mal choisi le sujet, c'est possible, la miniature est peut-être pas bonne, peut-être d'autres raisons, bien évidemment. On pourrait l'envisager. Mais quand tu fais une interview, dans laquelle tu ne dis rien de très concret, de très construit, qui fait 77 500 vues, on peut pas dire que tu es shadowban. On peut pas dire que tu es pas mis en avant. On n'a jamais été contacté par des grandes radios ou des grandes émissions pour faire des interviews, pour parler de nos projets. On n'a pas été contacté par
voilà, des entreprises. Et parce que des projets masculinistes, de trucs hommes de grande valeur, il y en a 50 qui sortent tous les ans sur Internet. Ça intéresse personne. Et parce qu'on trouve collectivement ça assez risible, il faut qu'ils le comprennent. On trouve ça risible. Entre guillemets d'État pour nous développer. Ça, c'est sûr qu'on n'a eu aucun soutien de leur part et j'en ai pas besoin. T'es homophobe? Non. J'ai peur de qui? Vous pensez vraiment que j'ai peur de quelqu'un? Oh là 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 là, il joue sur l'étymologie homophobe, la peur de... Alors déjà, si on prend l'étymologie, ça veut dire la peur de soi. La peur du même homo c'est même, pareil, peur du pareil. Non, je sais très bien ce que ça veut dire que l'homophobie. Il a utilisé le mot tapette tout à l'heure, qui est quand même une expression qu'on pourrait qualifier d'homophobe. Ça va. Je m'attendais à ce que tu dises autre chose vraiment pour le coup. Je m'attendais à ce que tu développes un peu, tu m'as dit non. Bah non, je suis pas homophobe. Après, pour moi, c'est une question qui est tellement simple et bête. Hein. Je ne remets pas en question votre travail, mais pour moi, c'est bête parce que cette question, c'est vrai qu'on la pose souvent. Est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que vous êtes raciste? Alors qu'en fait, c'est... Et pourquoi on te la pose, après toi, Maxime? Pourquoi moi, personne ne m'a jamais demandé si j'étais homophobe? Pourquoi personne ne m'a jamais demandé si j'étais raciste? À ton avis? Pourquoi, en revanche, il y a quelques années, on me demandait si j'étais transphobe? Je dirais pas tu mets sans feu. Si tout le monde te demande si t'es homophobe ou raciste, pas tu mets sans feu. Pose-toi la question. Vous êtes la personne qui pose cette question est complètement à côté de la plaque et souvent c'est elle qui au fond d'elle a ce genre d'idées et elle essaye de les projeter sur les autres pour s'en débarrasser elle-même. Ça c'est un peu du Darvo. Hein. Ouais. Il pose une question parce qu'il a une idée derrière la tête. Oui, non, mais en fait, c'est les gens qui demandent, voyez, on renverse un peu la charge. Bref. Si aujourd'hui voilà, si aujourd'hui... Homophobe, moi, MTech. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur de quelqu'un? Oh, bon, voilà. Carrément des gens qui me font peur. Hein. Je critique certains lobbies. Ça ne veut pas dire que j'en ai contre les personnes qui sont de telle orientation ou qui sont de telle idée ou quoi. Moi, je critique, entre guillemets, la propagande qu'il y a autour de ça. Parce que pour moi, oui, elle est néfaste. Elle est clairement néfaste pour la société. C'est clairement amoral, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles, tout ce qui se fait, ne serait-ce que sur, je sais pas, sur le site de rencontre. On m'a montré une pub sur une application de rencontre où il y avait deux hommes qui s'embrassaient et il y avait marqué « Pourquoi ne pas tester ?» Je trouve ça amoral. Pour moi, c'est de la propagande qui vise à clair. Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord, ok. Non, mais il est pas homophobe. C'est juste amoral. Voilà, mettre un message disant pourquoi ne pas essayer, c'est amoral. Ne pas aider des gamins à sortir du placard, des gamins, c'est amoral. Voilà. Comment modifier une société, la modeler à cette décadence en fait qui vient d'en haut. Et je trouve que c'est juste cracher sur le travail qu'ont fait toutes les générations avant nous, tout le sang qui a été versé par nos ancêtres, c'est cracher dessus en fait. Faire ça, c'est... Est-ce que tu penses que tout ce qui relève de la sexualité devrait rester dans une sphère privée ou du moins dans une sphère de rapport entre un parent et un enfant et c'est pas à la société de s'en mêler? Oui. J'ai été marqué. Donc ça, on a vu la réponse pendant 2 minutes, je vous renverrai vers l'épisode, où il explique qu'il a été complètement choqué par le fait qu'on essaye de mettre des capotes sur des bananes quand il était, je sais plus en quelle classe. Bon, bref. Se sont un peu troublés dans le sens où, pour moi, un parent n'est pas un pote. Je ne vois pas mon père comme mon gars à qui je vais faire un check ou avec qui je vais aller fumer des joints. Bon, déjà, je ne fume pas de joints, mais c'est une façon de... Mais j'avais fait... Oui, non, mais enfin, c'est extrêmement rare des pères qui sont des potes qui fument des joints avec leurs enfants. C'est pas pleine panique morale, là. Une vidéo, par exemple, avec mon père, où je l'avais présenté. Et en le voyant, je lui serre la main. C'est comme ça, moi, je serre la main à mon père. Dans les commentaires, par exemple, il y a eu des personnes qui ont dit « Ah, c'est fou, il serre la main à son père. On sent comme s'ils étaient des collègues, limite, comme si c'était une relation professionnelle entre eux. » Oui, je serre la main à mon père. C'est une forme de respect. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que lui a été éduqué. C'est les vraies valeurs traditionnelles dont on parlait au début. C'est une forme de respect très profond, en fait, que j'ai par rapport à mes parents. Et on peut tout à fait faire de la bise à son père et le respecter très profondément. Qui s'en fout, dit Debsinthe. On va avancer un peu. Hein. C'est tout simplement mal parlé. Eux-mêmes, ce sont les enfants des 68 arts, ce sont les enfants... eux-mêmes, ça a commencé déjà à leur époque. Donc, ils ne sont que le fruit de cette décadence programmée, en effet. Et toi, quelle était ta relation avec tes parents? Comme je l'ai dit, de respect. J'ai un profond respect. Excusez-moi, mais je m'en contrefiche. Vous savez, inconfortable si jamais mon père voyait ça ou si jamais... parce que pour moi, c'est important qu'on ait une relation très, respectueuse et conservatrice sur plein de points. Donc, c'est des valeurs que tes parents t'ont inculquées, justement, ce conservatisme? Oui, mais je pense que si on montre la façon dont j'ai été éduqué à une personne lambda, ils vous diront oui,
mais c'est un scandale, il faudrait porter plainte, ça va pas du tout. Alors qu'au final, c'est comme ça que fonctionne la société à l'Est, du moins, et dans le monde entier, en fait, dans le monde entier. Mais c'est vraiment des bandeurs de la Russie, ces gens-là, c'est pas possible. Donc, je pense que ce à quoi il fait référence, c'est la violence. Voilà. La violence paternelle, des gifles, des fessées, des trucs comme ça. Bon. Dans quel type de société vit-on pour considérer qu'il est normal d'appliquer la violence sur un enfant ? Dans quel type de société on vit pour considérer que c'est normal, en fait, de mettre une claque à un enfant ? On ne le ferait avec personne d'autre. Et pourquoi on le ferait avec un enfant ? Parce que c'est le sien, parce que c'est notre possession. Moi, je suis désespéré par ces discours. C'est la violence ordinaire qui est défendue sur Omerta, avec des gens qui vont écouter ça en disant « Ah bah ouais, quand même, hein. Ouais, c'est vrai, on a pris des torgnoles, hein, mais ça nous a pas tués. » Alors, un truc que je dis parfois aux gens que je soigne, qui me tiennent ces discours-là, je leur dis « Est-ce que vous vous rappelez quand votre père vous a mis une claque ?» Ils me disent « Ah oui, je m'en souviens très bien. » Et je dis « Ok, très bien. Est-ce que vous vous rappelez de votre anniversaire de vos 6 ans ?» Il me dit « Ah non, ça je me rappelle pas. » Je dis « Vous vous rendez compte que votre cerveau a plus emmagasiné le moment où votre père a usé de violence sur vous que le jour où votre mère vous a organisé un anniversaire pour vos 6 ans. Ne me dites pas que c'est anodin. Ça n'est pas anodin. Ça fonctionne comme ça, c'est qu'en Occident et aux États-Unis, il y a cette parentalité positive qui donne des espèces d'endives qu'on a dans la rue qui marchent avec des sacs bio-organiques, qui vont acheter des bananes du marché du fair trade, là, vous savez. Enfin, bref. Est-ce que justement, tu ne penses pas qu'il y a une rupture de valeur, en tout cas, sur l'éducation, entre d'un côté l'Est et le monde arabo-musulman et l'Occident ? Moi, je pense qu'il y a même plus de similitudes avec l'Est et le monde arabo-musulman que l'Est avec l'Occident. Alors que quelque part, on est exactement la même population. Les Russes ne sont que les descendants des peuples nordiques et des Aryens. Oui, bon. Oh la vache, putain, il y va là. Oui, mais alors du coup, on a exactement les mêmes descendants aussi que les musulmans, hein, que les populations musulmanes, comme il dit. Hein. Enfin, je veux dire de quoi il parle. Mélangés à des Khazars, etc. Enfin, on est tous en fait issus de la même espèce, de la même race en fait. Et au final, avec le temps, vous voyez, on a beaucoup plus de similitudes avec les pays arabo-musulmans qu'avec nos frères, nos cousins, qui sont les Français, quoi. Après, moi, voilà, je suis français aussi, je suis français et russe, mais je pense que ma façon de fonctionner aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais je pense que je dis que voilà, je suis plus élevé à la russe. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, en France, c'était pareil. C'est juste qu'il y a eu cette machine en route, bien longtemps, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est dire qu'on fonctionne à la française avec nos idées, c'est un peu se coller une étiquette qui ne nous correspond pas. Justement, tu parlais d'un large soutien par rapport aux idées que tu véhicules aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas qu'il existe une sorte, ce qu'on appelle la majorité silencieuse en France, qui est du moins d'accord avec toi, mais dont l'idéologie n'apparaît pas forcément, que ce soit dans les médias ou dans la médiatisation de l'État ? Oui, on le voit ne serait-ce que dans les commentaires que postent certaines vidéos sur... Mais la majorité silencieuse, mais ces gens-là sont encore dans un monde où ils considèrent que leur paradigme de pensée est un paradigme minoritaire. C'est incroyable. C'est la pensée la plus dominante qui puisse exister, ce genre de truc. Les militants et les militantes pour les causes, que ce soit des causes féministes, les causes LGBTQIA+, que ce soit l'antiracisme, etc., sont systématiquement moqués, montrés du doigt. On met sur un même pied d'égalité des violences en réaction dans les manifestations de manifestants de gauche avec des militants d'extrême droite qui sont allés jusqu'à brûler la maison d'un maire dans laquelle il était avec sa compagne et je crois même un de ses enfants. Il est en train de nous dire, oui, c'est la majorité silencieuse. Vous n'êtes pas silencieux, les gars. Vous nous cassez les oreilles, en fait. Sur YouTube, des grandes chaînes de télé, vous savez, quand elles relatent des faits, en prenant une position clairement un peu transparente, mais on voit que c'est orienté, on voit dans les commentaires que la majorité des gens, ils sont pas du tout d'accord avec ce que prônent les médias, et bizarrement, souvent, c'est... Oui, c'est parce qu'à gauche, on a perdu Internet, c'est une évidence, on a perdu la bataille d'Internet, c'est aussi pour ça que je veux pas m'arrêter, que je veux continuer à me politiser, comme je suis dans la vie de tous les jours, parce que, voilà, les droitards, les fachos, ils sont partout sur Internet, et nous, à gauche, on a du mal à se faire entendre, et on a des petites chaînes, tous, enfin, une petite chaîne, 8000 abonnés, c'est pas une petite chaîne, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas la même force de frappe qu'un truc comme Omerta, quoi. Ces vidéos, elles finissent par couper les commentaires pour ne pas que les gens y voient que la majorité des gens ne sont pas bêtes. Et je le ressens aussi dans le sens où le soutien qu'on a dans les commentaires, le soutien qu'on a avec, ne serait-ce que les likes, c'est tout bête, hein, ne serait-ce que le nombre de likes que font les vidéos qu'on poste par rapport au projet Alpha, par exemple, ils sont énormes, les statistiques sont folles. Et pourtant, les algorithmes ne mettent pas en avant ces vidéos comme elles mettraient en avant un contenu mainstream, décadent, tout simplement, qui a beaucoup moins de likes. Le ratio, par exemple, vous savez, nous, je dirais qu'on est à 15-20%, si on prend tout simplement les statistiques, 15-20% avec énormément de commentaires, plein de partages, etc. Normalement, si on se fie simplement à ces données-là, l'algorithme devrait propulser cette vidéo dans les tendances, devrait lui donner plein de visibilité, lui donner une très grande visibilité. Il ne le fait pas. Donc pour moi, c'est voulu en fait, mais le soutien individuel est présent. Est-ce que la liberté ne tue pas la liberté ? Le trop de liberté ne tue pas la liberté ? Pour moi, déjà, on vit dans un semblant de liberté. La liberté n'existe pas vraiment en France. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez parce que vous pouvez perdre votre travail, vous allez perdre vos amis, vous allez vous faire mettre de côté sur... On peut plus dire des trucs racistes. On peut plus dire des trucs sexistes. On peut plus dire des trucs transphobes aujourd'hui. Non. 32 minutes, hein.
On est presque au bout, courage. On avance un peu parce que monsieur, je peux plus rien dire, mais je parle des Ariens dans ma vidéo. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est préférable d'être un alpha que d'être un bêta, forcément. Il y a quand même... Pas sûr de ça. Absolument pas sûr. Je suis absolument pas sûr que les femmes recherchent de façon privilégiée des types qui se disent mal alpha ou des mecs qui essayent simplement, je sais pas, d'être un peu à l'écoute, d'être un peu empathique. Je suis absolument pas sûr de ce qu'il dit. Question que je m'étais posée et à laquelle je continue de réfléchir jusqu'à présent, c'est à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, quelque part, la proportion d'alpha était finalement énorme. Quand on regarde un peu, vous regardez des photos de familles d'époque, vous voyez qu'ils ont tous des têtes d'alpha. Il n'y a pas un seul mec un peu frêle. C'était, je pense, une façon de fonctionner globale. Il n'y avait pas un seul mec un peu frêle au temps de nos grands-parents. Non, mais il vit dans une bulle là. Tout le monde était entre guillemets un alpha, mais ils arrivaient à cohabiter, à coexister, et puis ça se passait bien. Il y avait aussi les bêtas, il y avait les omégas qui remplissent la niche la plus basse dans la hiérarchie sociale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la proportion d'alpha est minime. En fait, c'est très simple d'être un alpha aujourd'hui. C'est quasiment, vous faites 2-3 trucs, c'est bon, vous faites la différence avec la majorité des gens autour de vous. Ne serait-ce que par l'habit, tout simplement. Vous mettez un costume, vous êtes déjà plus charismatique, plus un homme masculin que la grande masse grise qu'il y a autour de vous. Et en suivant cette logique, est-ce que l'alpha d'aujourd'hui n'est pas le bêta d'hier ? C'est compliqué, je pense pas. Je pense pas que l'alpha d'aujourd'hui soit le bêta d'une certaine époque, parce que le but c'est de rester un alpha peu importe l'époque que vous traversez, puisque si à l'époque ils étaient par exemple prêts à prendre les armes, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui un alpha ne doit pas être prêt à prendre les armes. Et ça c'est d'ailleurs une caractéristique clé pour moi d'un alpha. C'est la capacité, comme je vous ai dit au début de cette interview, à protéger son foyer. Et de là... Ok, merci Maxime. On a compris. Bon, bah c'est pas très intéressant, hein. 77 000 vues pour entendre un type condamné pour violence conjugale, parler de race aryenne, parler de race tout court, nous expliquer qu'on peut plus rien dire, que l'État veut détruire la masculinité, et que voilà, faut transformer les gens en alpha, mais quand même, c'est vendu 19 € le prix d'un Uber Eats. Voilà, je suis navré. Ça me navre vraiment, ça me navre d'assister à ce genre de vidéo, de voir à quel point c'est suivi et très sincèrement, je suis voilà, navré de voir que ces propos-là ont une telle caisse de résonance. Voilà YouTube, c'est tout. Bah, on n'a pas analysé grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose à analyser. Il n'y avait pas beaucoup d'argumentaires, il y avait beaucoup de moi-je. On a entendu ce qu'on a déjà entendu des centaines de fois. Ce qui explique pourquoi il y a un peu moins de réactions sur la chaîne aussi, hein, parce qu'on finit par s'ennuyer. On entend encore et toujours les mêmes discours. Il nous a quand même pas trop mal rempli notre grille de bingo. Ce monsieur, c'est pas trop mal. On n'a pas de bingo, mais on n'est pas trop loin. Allez YouTube, prenez soin de vous.